Bonjour, je vous propose ici un petit voyage dans Quantic Land, un voyage dans le temps, dans un futur plus ou moins proche, où en fait une partie de l'Internet actuel servira aussi de support à des applications quantiques pour réseau. Pour faire ce voyage, nous aurons quatre grandes étapes. La première pour vous familiariser avec la seconde révolution quantique, c'est-à-dire 100 ans après sa découverte en 1925. Euh, la seconde étape consistera ensuite à découvrir les cas d'usage, les applications quantiques, qui auront des besoins réseau et donc qui auront besoin d'un Internet quantique. Et enfin, la troisième étape, on découvrira l'Internet quantique, avant de terminer par les chemins pour construire cette facette quantique de l'Internet d'aujourd'hui. Alors commençons. Donc, on va commencer par du coup l'information quantique ou la nouvelle science de l'information quantique. Donc dans un premier temps, quelques notions. L'une des notions par lesquelles on va commencer et que vous connaissez probablement, c'est d'une part le bit, d'une part, et le bit quantique d'autre part. Qu'est-ce que c'est qu'un bit? Ce qu'on appelle un bit, c'est un élément d'information. Et c'est très utilisé, donc c'est une valeur qui prend, c'est un élément qui prend une valeur 0 ou 1, et qui est très très utilisé dans l'Internet actuel. En 1982, Feynman imagine qu'un ordinateur serait capable de tirer davantage des propriétés quantiques, principalement des états de superposition, et ainsi on serait capable de simuler de façon bien plus précise le comportement de la nature, infiniment petits, les molécules et leur interaction. Un ordinateur quantique, c'est en fait où ça commence à être un système capable d'effectuer des traitements sur des éléments d'information quantique ou sur des bits, c'est-à-dire des qubits. Alors, un élément d'information quantique ou un qubit correspond plus concrètement à une sorte de superposition. Il est ni dans l'état 0 ni dans l'état 1, il est dans une superposition de ces deux états. Donc, contrairement au bit classique qui, lui, je le disais, est dans l'état 0 ou 1. Et ce qubit, ce bit quantique, il est dans une superposition avec une probabilité qu'on appelle généralement alpha, comme c'est montré sur la diapositive, dans une probabilité alpha pour qu'on l'observe dans l'état 0 et une probabilité bêta, soit qu'on l'observe dans l'état 1. Alors c'est les formules, la notation utilisée, c'est ce qu'on appelle des quêtes, une barre, le 0 ou le 1 et on ferme avec une flèche, ça s'appelle un quête, c'est la notation de Dirac, ça correspond à l'état quantique, quantique 0 ou le quête 0, ou l'état quantique 1. En l'occurrence, c'est une superposition, donc c'est une somme de ces deux états euh, bien pondérés. Alors, une façon de se représenter un qubit, c'est aussi ce qui est représenté sur cette diapositive, c'est de le visualiser sur une sphère. Et du coup, la pondération alpha plus bêta se transforme en deux angles, l'angle θ et l'angle phi, avec des formules assez faciles à rétablir. Donc voilà à peu près les notions. On ne parle plus de bits, mais on parle de bits quantiques et le bit quantique. Et surtout, une superposition de deux états. On ne sait pas dans quel état des deux euh, il est au départ, et c'est en le mesurant qu'il tombe dans un des deux états. Alors on dit ici deux états par simplification, mais un qubit peut être dans des situations et des superpositions d'états bien plus supérieures aux deux qu'on prend ici comme exemple. Et pour aider à comprendre, on commence avec deux états standards, purs, et là la superposition de ces deux états. Alors le plus surprenant peut-être qui est, j'espère, assez connu maintenant, de la formation quantique ou de la mécanique quantique, c'est la notion d'intrication, et en anglais d'entanglement. Si deux systèmes quantiques ici qu'on pourrait appeler A et B, s'ils établissent une corrélation au départ de leur création, donc par exemple au moment de leur génération, l'état de la paire, l'état global de la paire est intriqué dans un espace mathématique. Et cet état intriqué
n'est plus la composition d'un système multiplié par l'état de l'autre, il ne peut plus se décomposer. Il est tellement intriqué que l'état global ne peut plus se décomposer en un état du système A euh, adjoint à l'état du système B. Paire, donc qui est intriqué, est appelé, alors dans la recherche actuellement est appelé I-bit, I avec un E comme entanglement, donc un bit intriqué. Mais aussi plus longuement et aux travaux d'Einstein, ça avait été aussi appelé la paire intriquée était aussi appelée la paire EPR. Hein, pour Einstein, Podolsky et Rosen, qui avaient effectivement qui avaient conçu un paradoxe qui venait un petit peu embêter cette théorie-là. Et, et c'est du coup l'expérience EPR et le paradoxe de la paire EPR est devenu aussi un nom qu'on utilise maintenant pour l'intrication de deux systèmes quantiques. C'est ce paradoxe EPR d'Einstein et de ses collègues qui a été levé par l'expérience d'Alain Aspect en 1982 et qui a permis de prouver que finalement la physique quantique, la mécanique quantique marchait bien tel que les mathématiques le disaient. Alors revenons à l'intrication. Donc l'intrication, ça peut être donc quelque chose de très fort, de très corrélé entre deux systèmes, mais ça peut être aussi entre plusieurs systèmes. Ici, on montre par exemple entre d'une part un système seul de deux systèmes ou un système bipartite et trois dans la dernière colonne. Et à côté, quand ils deviennent intriqués, donc quand ils deviennent intriqués et que c'est un système à deux sous-systèmes, ben c'est intriqué. Mais ça existe aussi dans les intrications à trois niveaux. Et ça peut donner des niveaux d'intrication qu'on appelle GHZ ou W, c'est relatif au nom de leur inventeur. Mais en tout cas, sachez que une intrication de système quantique dans un système plus global n'est pas uniquement bipartite, elle peut être bien plus compliquée que ça. Alors avec quelques formules juste mathématiques pour représenter à peu près comment on peut symboliser, modéliser et utiliser les états intriqués de sous-systèmes dans le premier cas, A et B, ou au contraire de trois sous-systèmes dans un état plus global avec G à Z, l'état G à Z et W. Alors la théorie de l'information nécessite donc d'utiliser et de créer des qubits. Créer un qubit dans un système fermé, bon, c'est relativement facile, d'autant que ça peut être leur état naturel. Hein. Euh, Ici, par exemple, à gauche, on peut imaginer que dans le rond, on peut imaginer qu'il s'agit d'un électron et que son spin, donc son moment intrinsèque, il est soit, comment dire, positif, et donc il a une valeur de h bar, soit il est négatif et il a une valeur de moins h bar, c'est une valeur bien connue maintenant et mesurée, ou soit il est carrément dans un état, comme c'est montré ici, il est dans un état de superposition de ces deux états, alpha, la valeur positive, plus bêta, la valeur négative. Dans notre exemple, donc le spin est une superposition de ces deux moments, et un tel électron peut être le porteur d'un qubit, un qubit bipartite, donc une superposition de alpha fois le quête 0 plus bêta fois le quête 1. Voilà, ce qubit-là peut tout à fait être représentatif d'un électron qui le porterait. Mais néanmoins, un tel système quantique qui est stable et dont l'évolution suit la loi de la fameuse équation de Schrödinger n'est pas tellement utilisable puisque le système est fermé. La plupart de ces systèmes dont nous on aura besoin dont on aura besoin, ce sont des systèmes ouverts, c'est-à-dire que l'électron, par exemple, ou le photon, il est en contact, il est en interaction avec son environnement. Et en l'occurrence, si jamais on va observer et donc mesurer quelques caractéristiques du système, il va être l'environnement en question, c'est des instruments de mesure, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, un système
quantique est beaucoup moins stable que, que lorsque le système est fermé. Le système global, l'état global, ou l'état même du système, donc ici psi, ket, psi, indice 1, va s'effondrer dans un des états 0 ou 1. Il ne va pas rester dans une superposition, il va s'effondrer pour ne prendre qu'une seule valeur. Ça devient un état pur. Là où il était plutôt dans une superposition, il devient un état pur. Du coup, si en Internet classique utilisait des bits indépendamment de leur stabilité, on a trouvé bien sûr des solutions et on corrige par des codes correcteurs d'erreurs. Par exemple, pour coder un message qui contient que 2 bits, on peut tout à fait rajouter un message de parité, un troisième bit, un code de parité. On rajoute un troisième bit, ce qui fait que avec 2 bits que vous voulez transmettre, vous en rajoutez un troisième et donc beaucoup, beaucoup plus. On fait encore mieux en efficience. Mais voilà, on a des codes correcteurs d'erreur qui permettent de récupérer un message, par exemple ici de 3 bits, et si jamais il y a une erreur, on le verrait dans le code de parité. Donc on peut corriger l'un des bits applicatifs qui est mauvais. Mais cette théorie-là des codes correcteurs ne peut pas être mise en œuvre dans le cadre de l'information et l'informatique quantique, à cause essentiellement d'un certain nombre de choses, mais aussi du théorème de non-clonage. Il est impossible de dupliquer un qubit, et par ailleurs, toute mesure sur le système, pour savoir évidemment quelle a été la valeur qu'on a reçue, ça détruit les propriétés quantiques. Donc on a des situations plus difficiles pour essayer de trouver des codes correcteurs d'erreurs et faire en sorte que le système fragile puisse être utilisé, traité, transmis, alors qu'il est très, très instable. Donc, comment on crée un environnement contrôlé avec un système qui, en fait, est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus stable dans un système fermé où il est seul? C'est là un des enjeux majeurs de l'information et de l'informatique quantique. Donc, il est donc nécessaire de développer une théorie de code correcteur d'erreurs quantique, et, afin de corriger les états quantiques correspondants quand on les reçoit lors de leur transmission. De nombreux ont été faits, et tout l'art justement de cette seconde révolution, hein, cette arrivée de l'informatique quantique, ça va être effectivement de savoir contrôler les éléments d'information qui par nature sont instables, mais uniquement dans des systèmes fermés. Donc d'inventer des codes correcteurs d'erreurs qui permettent d'aller au-delà de cet obstacle. Donc quand on lit par exemple qu'un ordinateur quantique de Candela, d'Alice et Bob, de bien d'autres, fournit ou est capable de traiter par exemple, on va dire 100 qubits physiques, des vrais qubits, donc par exemple 100 électrons avec leur spin. Ça ne veut pas dire que ce sont des électrons comme ça, des qubits qui sont utilisables pour des traitements quantiques. Il faut effectivement rappliquer dessus des codes correcteurs d'erreur. Et généralement, du coup, ce qu'on obtient grâce à ça, c'est ce qu'on appelle plutôt des qubits logiques, à partir d'un certain nombre de qubits physiques. Et on obtient pour l'instant des facteurs. On divise en gros actuellement par 10, je crois, le nombre de qubits logiques que l'on peut obtenir dans les meilleurs cas, à partir du nombre de qubits physiques. Donc si par exemple un ordinateur a 100 qubits physiques, il n'y en a peut-être que 7 à 10 par exemple qui vont vraiment être utilisables dans les traitements. Donc on a encore beaucoup de chemin. Rendre les codes correcteurs d'erreurs quantiques assez efficaces et moins gourmands en qubits physiques, capables d'être ainsi utilisés. La théorie de l'information, c'est dire aussi comment actuellement, l'information quantique, c'est dire aussi sur quel type de support on est capable de baser ces bits quantiques. Il y en a assez nombreux, comme vous pouvez le voir, et avec des technologies très différentes en fonction d'ailleurs des entreprises qui commencent à les développer. Donc on a la technique du recuit simulé, du recuit quantique, sont des circuits supraconducteurs à base de jonctions, de jonctions Josephson, que font IBM ou Google. Et dans ce cas, par exemple, le
qubit est l'état quantique d'un circuit électrique supraconducteur, typiquement un courant circulant dans les deux directions. Dans les systèmes à quasi-particules qui sont appelés des anions, comme ce que fait Microsoft dans son modèle, là, le qubit, c'est une propriété vraiment topologique d'un système, code la formation de manière délocalisée. C'est pour ça que d'ailleurs on les appelle des qubits topologiques. Un système à ions individuels piégés et manipulés par des champs magnétiques, donc à l'avant-dernière colonne, donc par exemple ce que font les entreprises Honeywell ou IonQ. Là, par exemple, le qubit correspond à deux niveaux d'énergie, des états électroniques ou hyper fins de l'ion lui-même, hein. Par exemple, le Ca+, ou le nom là, du YB+, vous m'excuserez. En optique linéaire, euh, on utilise plutôt comme support du qubit, on utilise plutôt le photon et sa polarisation. Donc polarisation horizontale ou polarisation verticale. C'est ce qu'on va aussi beaucoup utiliser plus tard dans la présentation euh, pour la transmission de ces qubits-là, et donc à base de photons. Et enfin, dans les boîtes quantiques, donc ce qu'on appelle les quantum dots, ou dans les cristaux à défaut cristallin, comme le diamant, dans ce cas-là, le qubit correspond à une vacance ou à un élément qui vient combler la vacance, et le qubit correspond au spin, par exemple, de l'électron ou du petit atome qui vient se coller dans la vacance de la cavité. Bon, et puis, alors, il faudrait probablement le mettre à jour. C'est un tableau qui date de 2020, fin 2023. Et ça correspond, enfin, le nombre de qubits physiques que l'on est capable d'obtenir par cette technologie, il faudra probablement les mettre en avant. On voit en tout cas que des sociétés comme D-Wave, là, qui eux utilisent le recuit simulé, sont bien plus en avance dans le domaine et permettront comme ça permettent pour l'instant de faire d'obtenir beaucoup plus de qubits physiques. Alors, du premier. Le cas d'usage numéro 1, les ordinateurs quantiques, c'est le premier, le plus connu. Donc à quoi servent dans ces conditions un bit quantique? Eh bien, ils servent à être calculés. On va appliquer dessus des algorithmes que l'on ne trouve pas forcément qui n'ont pas forcément d'équivalent dans l'informatique classique, hein, l'informatique actuelle. Ces algorithmes, soit ils correspondent à des évolutions de systèmes quantiques dans la nature, c'est ce qu'on appelle des algorithmes adiabatiques, et le système d'évolution dans la nature de ces systèmes quantiques, c'est par le biais de ce qu'on appelle des Hamiltoniens. Donc on réussit pour ces algorithmes-là à coder l'opérateur le plus proche de l'évolution du système naturel que l'on est en train de simuler. Soit les algorithmes peuvent correspondre à des opérations universelles, des portes quantiques, qui en fait forment un ensemble, et avec l'ensemble, c'est les opérations de base de tout algorithme quantique. Ça devient presque des portes universelles, un peu comme les portes et ou et autres, des transistors de nos processeurs en silicium, donc de l'informatique classique. Alors pour ce qui est montré ici, c'est plutôt des portes de base, des portes quantiques universelles. Par exemple, les trois portes appelées Pauli X, qui en fait fait une sorte de flip, hein, qui inverse le bit quantique. Si on a un 0, il devient un 1, et si on avait un 1, il devient 0. Mais il y a aussi les portes Y et Z, hein, dont vous pouvez voir la transformation. On a aussi la première, la porte Hadamard, c'est celle qui, à partir d'un état, d'une entrée, sort un état, une superposition, un état plus complexe, donc une superposition. C'est très très utilisé pour l'intrication, euh, pour la superposition, mais aussi pour l'intrication. Donc voilà à peu près brièvement les exemples de portes qui sont universelles et très utilisées dans les algorithmes quantiques. Contrairement à l'ordinateur classique, enfin dans l'ordinateur classique, l'algorithme
une fonction, il va coder une fonction qui prend une variable x en entrée et qui va rendre en sortie un résultat f de x. Ici, en algorithme quantique, on a deux registres. Le registre d'entrée va contenir la variable d'entrée, elle aussi, de l'entrée de la fonction. Il y aura une autre variable auxiliaire, y, et la fonction f de x va être obtenue, mais avec un produit tensoriel de la variable y. Enfin, ces deux variables vont être dans des registres quantiques, et pour obtenir la fonction f de x, il faudra faire quelque chose à l'arrivée sur le deuxième registre représentant la variable y. Euh, voilà à peu près la différence. Notez aussi que les algorithmes quantiques, donc là ici dans la petite boîte en bas à gauche, euh, l'algorithme quantique U indice F, ces quantiques-là sont réversibles, ils sont toujours réversibles. C'est-à-dire que si, après avoir appliqué par exemple une première fonction U indice F, si on applique la fonction inverse au résultat obtenu, ce qu'on pourrait appeler U indice F moins 1, puissance moins 1, eh bien, on, on applique cette fonction-là inverse au résultat obtenu et on revient sur la variable x, donc du coup, ou sur y. Donc ça permet enfin, ça permet de bien représenter ce qui se passe, en tout cas au niveau quantique, dans les éléments de la nature, dans les systèmes quantiques. C'est-à-dire que les, les opérateurs d'évolution à cette échelle-là peuvent, euh, peuvent avoir lieu dans les deux sens. Enfin, en tout cas, ils sont inversables. Le temps ne joue pas, il n'a pas une fonction particulière, on peut les appliquer dans les deux sens. Parmi les algorithmes quantiques qui commencent à être connus, ou en tout cas dont vous entendrez peut-être parler, c'est l'algorithme de Shor, de Peter Shor, que Peter Shor a conçu en 1994, et qui permet en fait, en un temps bien plus court, que ces petits copains classiques, de factoriser un nombre entier n en deux nombres facteurs premiers. Alors plus court, pourquoi plus court en un temps plus court? C'est-à-dire que la complexité temporelle de cet algorithme, décomposer un entier n, il est plutôt, si on prend un entier grand N que l'on veut décomposer, l'ordinateur quantique ou l'algorithme de Shor va mettre en temps log de n, ce qui est presque une accélération exponentielle par rapport aux algorithmes, aux meilleurs algorithmes de factorisation dans les ordinateurs actuels, quoi. Alors évidemment, pour l'instant, les architectures actuelles des ordinateurs quantiques nécessitent encore, pour exécuter de tels algorithmes, des dizaines de millions de qubits. On commence à voir poindre des ordinateurs aux architectures un peu plus optimisées. Par exemple, celui d'Alice et Bob, il pourrait requérir 100 000 qubits physiques, c'est-à-dire presque 100 fois mieux ou 100 fois moins que ses compères. Mais même 100 000 qubits physiques, c'est encore beaucoup par rapport aux capacités des ordinateurs qu'on est en train de concevoir et de développer. Peut-être le premier algorithme sera l'algorithme de Shor. Il demandera beaucoup de ressources. Un autre cas d'usage, ce sont les capteurs. Les capteurs quantiques ou les sensors en anglais. Euh, c'est devenu une branche de recherche à part entière, c'est en grande croissance. Donc, un exemple de compteur quantique, ça inclut les gravitomètres ou les gravimètres quantiques, les magnétomètres quantiques, il y a aussi on considère que les horloges quantiques et la façon de synchroniser tous ces nœuds fait partie ces éléments-là. Et bien d'autres choses qui vont permettre en fait de capter des informations très fines sur le climat, sur les séismes, sur les ondes gravitationnelles, sur plein de choses. Et donc on va le capter de façon quantique, donc avec une information très précise, donc des qubits, et ça permettra ensuite de les utiliser dans des applications qui sont citées ici, pour ensuite être étudiées, analysées, et servir à quelque chose dans notre compréhension de ce qui nous entoure.
soit la navigation sans GPS, que ça soit la médecine, les neurosciences, que ça soit la géophysique, enfin plein de domaines applicatifs concrets à venir grâce à ces senseurs. C'est aussi un domaine qui pourrait aussi bien percer en parallèle des ordinateurs quantiques. Et puis, le dernier usage que l'on va montrer ici, c'est les communications cryptées. Qu'est-ce que c'est qu'une communication cryptée? C'est la façon de chiffrer, donc de coder dans un code normalement indéchiffrable, les communications entre deux personnes, entre un client et un serveur. Alors l'exemple que l'on prend souvent en chiffrement et en l'occurrence dans le quantique, c'est quelqu'un comme Alice, donc sur la gauche, qui veut communiquer avec son destinataire que l'on appelle Bob. Et du coup, généralement, le contenu de la conversation, il est chiffré par une clé secrète. Cette clé, ça correspond exactement à quelques bits, enfin des centaines de bits. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche chez Alice, par exemple, avant d'envoyer un message, par exemple, bonjour Bob, ou des choses évidemment bien plus secrètes, bien plus confidentielles, et bien plus longues, elle ne va pas effectivement chiffrer sa communication ou son message dans bonjour BONJOUR, mais elle va utiliser une clé secrète qui va changer tous les caractères et les lettres de l'alphabet en quelque chose d'autre. Et cette clé secrète, du coup, bon, elle fait par exemple 256 bits, elle peut faire plus que 500 bits. Et ce que va faire la communication cryptée, c'est qu'elle va prendre les bits de la clé secrète et elle va les transformer en état quantique, donc les 0 et les 1. Elle va les transformer en état 0 ou en état 1 de quelque chose, donc là, généralement des photons. Euh, Elle va les transformer en état 0, par exemple polarisation verticale, ou état 1, polarisation horizontale, de façon, et uniquement pour la clé secrète, uniquement pour la clé qui va permettre de chiffrer ou de déchiffrer la communication qui va suivre. Et donc si quelque part il y a une, euh, une Ève qui est au milieu là et qui permet, qui voudrait ou qui capterait des éléments d'information de cette clé, et bien évidemment, les éléments tomberaient d'eux-mêmes, hein. L'état quantique ferait qu'il serait plus utilisable. Donc du coup, on saurait, ou Bob saurait, qu'il y a quelqu'un qui écoute sur la ligne. Donc en tout cas, grâce à ça, et puis grâce à des protocoles d'échange sur quelle est la polarisation à utiliser pour ensuite bien décoder si le bit, la série de bits est un 0 ou un 1, il y a des protocoles d'échange qui sont ensuite bien conçus derrière, et ça permet effectivement, ne serait-ce que d'envoyer la clé seulement, la clé permettant ensuite de chiffrer le reste de la communication par les voies naturelles qui ne soient pas quantiques ensuite, hein. Là, la partie quantique, c'est uniquement la distribution de la clé, enfin des éléments de la clé. Voilà donc. Euh, ça permet ensuite de passer des cas d'usage à l'Internet quantique. Pourquoi nous aurions besoin de cet Internet quantique par rapport à ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'il viendrait apporter par rapport aux trois situations que l'on vient d'évoquer, aux trois applications possibles? Et surtout, pourquoi l'Internet actuel ne peut pas remplir cette fonction? Alors, l'Internet quantique, c'est quoi? C'est d'abord la capacité d'apporter une infrastructure de communication quantique à ces différents cas d'usage. C'est-à-dire que ça soit des ordinateurs quantiques qui sont ici en rouge carmin là, donc à l'extrémité du réseau, ou que ça soit des capteurs, ou que ça soit des Alice et des Bob qui ont besoin de chiffrer une communication. Donc imaginons un réseau, comme celui qui est représenté sur la diapositive ici, hein. Donc les nœuds en extrémité, ça correspond au serveur applicatif, hein, votre ordinateur quantique ou pas, mais vous voulez faire des chiffrements. En tout cas, les
les nœuds en rouge représentent nos équipements à nous pour des usages applicatifs. De calcul quantique distribué, on a capté une information d'un séisme par un capteur quantique où on veut envoyer une clé. À l'inverse, les nœuds au milieu, à l'intérieur, ça sera pour router les messages entre client et serveur, même si le mot routage est pris en analogie de l'Internet, alors que si dans un Internet quantique, ce ne sera pas exactement des routeurs. Donc, en tout cas, les nœuds d'extrémité sont des ordinateurs quantiques ou des capteurs et des horloges, et les éléments plutôt marron clair au milieu, dans le réseau, ce seront les petits éléments du réseau qui font l'information d'un nœud rouge à un autre nœud rouge. Donc, l'Internet quantique, c'est quoi? C'est la mise en réseau, euh, et proposer une infrastructure de communication entre ces différents éléments rouges pour permettre pour la communication quantique désirée. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne, en plus de ce que je viens de dire? Eh bien, on vient de le voir, essentiellement, ça permet certes d'offrir un plan de données quantique, donc il faudra montrer comment les liens orange qu'il y a entre chacun des nœuds d'extrémité et des routeurs, comment ils permettent effectivement la communication de bits quantiques, spécificité, quelque chose de très particulier. Mais en plus de ça, et ça on y viendra juste après, mais en plus de ça, il faut aussi bien sûr un plan de contrôle. Un plan de contrôle, c'est un plan dans lequel on s'échange, même dans l'Internet actuel, on s'échange l'information de ce qu'on veut faire, quel est le protocole que l'on va utiliser, comment, quelle table de routage il faut mettre en place avant, quelles sont l'application que l'on va utiliser, quel niveau de fidélité on attend ou quel niveau de qualité de service on attend. Donc quelque chose qui indique aux autres éléments de réseau ce qu'il faut faire pour qu'ensuite la communication dans le plan de données quantique ici soit correcte et corresponde aux attendus de Alice et de Bob. Ce plan de contrôle-là, qui est dessiné en gris avec des traits doubles à chaque fois, ce plan de contrôle-là euh, peut tout à fait être en fait des bits classiques euh, et rassemblés dans des paquets IP comme dans l'Internet. Donc l'Internet quantique, c'est des canaux, des fibres qui permettent effectivement une transmission quantique en orange, et un plan au-dessus, enfin qui est représenté généralement au-dessus, mais un plan de contrôle qui utilisera l'Internet actuel avec les mêmes protocoles et qui lui a besoin juste de transmettre des bits. Alors pourquoi faire plus que ce qu'on pourrait avoir maintenant? En fait, par définition aussi, ce qu'on rechercherait avec un Internet quantique, c'est d'offrir un réseau multipoint, c'est-à-dire que on peut très bien, et c'est ce qu'on fait actuellement, faire en sorte qu'une source donnée communique avec un destinataire donné et qu'il ne change pas, et on peut faire des transferts ou communications quantiques. C'est quelque chose qu'on appelle du point à point, mais c'est figé, c'est fixe. Alors que là, ce que l'on voudrait, c'est que, en fonction de tes besoins, une source V indice M ou une source V indice K, donc sur la gauche, a envie ou a besoin de transmettre un ordinateur quantique ou de transmettre une clé secrète ou de transmettre quelque chose d'autre à un destinataire X, Y ou Z, et donc d'avoir le choix, la possibilité de choisir entre différentes paires des communications, donc de faire du multipoint. Alors, c'est ça le gros changement, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'Internet quantique. De passer de lien point à point à un réseau avec plusieurs acteurs. Actuellement, les premières communications quantiques que l'on fait, en l'occurrence pour faire du cryptage, donc pour faire euh, de la distribution de clés quantiques, c'est du point à point. Donc la source qui envoie la clé chiffrée ne connaît qu'une seule destination et la destination qui la reçoit ne connaît qu'une seule source. Euh, Là, on passe à un réseau multipoint et pas uniquement à du point à point.
Ça sera l'intérêt. Donc pour quel cas d'usage, bien nous l'avons évoqué, hein. Donc d'une part pour faire soit de la distribution quantique de clés, ce qui est appelé en anglais quantum key distribution. Et donc dans ce cas-là, les éléments, les qubits, l'ensemble des qubits qu'il faut transmettre, ce sont des différents 0 et 1, enfin des quêtes 0 ou des quêtes 1, correspondant donc à la clé secrète qu'il faut chiffrer. Donc imaginez 256 0 et 1 qui ont été transformés en 256 quêtes 0 ou quêtes 1 et qu'il faut transporter d'un point A à un point B pour ensuite voir pour le destinataire, donc Bob, pour recevoir la clé correspondante. Donc distribution de quantique de clés entre deux points de façon à ce qu'ensuite leur message puisse être chiffré. Deuxième exemple mais là je le mets sous forme de type de bit que l'on utilisera. Donc, le deuxième exemple, c'est la détection quantique. Donc, une information quantique qui est capturée par exemple par un télescope ou un interféromètre. Et cet exemple, enfin cette information quantique, elle est par exemple elle est intriquée avec une autre information de façon à la téléporter directement d'un point A ou d'un point B. Donc là, par exemple, on a deux qubits qui vont être intriqués et qui vont passer une information d'un point A à un point B, de façon à plus rapidement envoyer l'information à une sorte de serveur central pour traiter l'information. Et puis on a, troisième exemple, le calcul quantique. Là, ce sont typiquement des résultats intermédiaires d'un ordinateur quantique. Il a fait ses calculs, l'algorithme de Shor, l'algorithme de Grover ou d'autres algorithmes quantiques. Les résultats intermédiaires ou le résultat finaux, il peut vouloir les envoyer à un autre ordinateur sous la forme d'une série, hein. Ça, c'est juste un élément, le qubit Q que j'ai écrit, hein, Q, qui est la somme alpha plus alpha du quête 0 plus bêta quête 1. Ça, c'est juste un des éléments d'une série comme ça de qubits qu'il faudrait transporter entre deux ordinateurs quantiques. Là, à peu près les ordinateurs, les cas d'usage de ce qu'il faudrait pouvoir transmettre d'un point A à un point B, sans que ça soit forcément toujours le même, donc sans que ça soit forcément toujours du point à point. Sinon, on n'aurait pas besoin d'Internet quantique. Dans mon jeu de couleurs, tout ce qui sera plutôt applicatif, donc qui relève du cas d'usage, sera plutôt dans ce rouge carmin, sera plutôt sous-jacent et qui sera plus photonique d'ailleurs, sera plutôt de la couleur orangée. Alors, Internet quantique, est-ce que c'est une nouvelle infrastructure? En fait, ça peut s'insérer dans le réseau Internet actuel, puisque en fait, on peut tout à fait utiliser le même plan de contrôle. Le même plan de contrôle, je l'ai montré, hein, donc en utilisant les protocoles d'Internet, TCP/IP. Et on peut utiliser, enfin l'idéal, c'est d'utiliser les mêmes infrastructures de fibre optique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2024, très récemment, il y a des scientifiques qui ont réussi pour la première fois à transmettre effectivement des données quantiques sur une des fibres d'un faisceau et des données conventionnelles Internet sur les autres fibres du même faisceau. Donc ça démontre que les données quantiques sous forme de photons intriqués avec des données Internet conventionnelles peuvent cohabiter sans nécessairement avoir à imaginer une deuxième infrastructure. Donc on aurait pu sinon imaginer qu'il fallait encore tirer d'autres câbles de fibre optique. Ici, même s'il faudra probablement évidemment dédier des fibres d'un faisceau aux communications quantiques, aux extrémités des éléments particuliers pour détecter l'information quantique. Ce sera probablement au sein d'un même faisceau, ça évitera, enfin ça peut être en tout cas au sein d'un même faisceau, ce qui évite d'avoir une énorme ingénierie par rapport à l'infrastructure Internet actuelle et toutes les fibres optiques qui sont déjà développées. Bon, néanmoins, et je crois que c'est ce que l'on montre après, il faudra des choses à rajouter, et en l'occurrence des répéteurs. Voilà, sur le plan de contrôle, tout va bien, la même infrastructure optique probablement, mais ce qu'on voit au milieu, là, donc ces éléments-là, sont des routeurs et ce ne sont pas forcément des routeurs qui correspondent au protocole de routage de l'Internet classique.
En fait, ils sont appelés routeurs parce que ce sont des éléments intermédiaires, mais ils font pas vraiment du routage. Euh, comment on vient au cœur du sujet, c'est-à-dire que on peut utiliser les mêmes infrastructures, il y a des choses qui sont assez communes, mais sur la partie données quantiques proprement dire, c'est-à-dire soit la clé secrète chiffrée, soit le résultat d'un calcul quantique, donc la propre donnée quantique, comment on la transmet d'un point à un autre? Euh, il y a plusieurs façons. Il y en a, il reste à choisir effectivement ce protocole-là de transmission, et donc il y a plusieurs façons. Soit par une transmission directe, c'est-à-dire que la transmission directe, c'est d'utiliser, c'est de prendre le qubit que vous voulez transporter, transmettre à l'autre point au destinataire, et de l'encoder dans ce qui est appelé un qubit volant, qui va effectivement passer lui d'un point A et d'un point B. Et en porteur comme ça volatile ou volant de ce qubit applicatif d'un point A à un point B, le meilleur candidat, c'est le photon. Il a moins de pertes, il va plus vite, il a bien sûr la vitesse de la lumière, comme son nom l'indique, et il a moins de pertes, donc il est plus. Et c'est de encoder un, un élément quantique applicatif dans le photon. Bon, ça c'est une autre difficulté. Donc, il y a un gain ici, mais il y a un niveau de difficulté qui existe et qui du coup est résolu par une autre façon de faire, qui est par la transmission par téléportation. Transmission par téléportation, ça signifie qu'il faut d'abord, entre par exemple la source et le destinataire, il faut d'abord distribuer une paire de qubits intriqués. Donc là, par exemple, deux photons que l'on distribue et qui sont déjà, on crée d'abord une paire intriquée avant qu'elle soit distribuée. Donc là, par exemple, les qubits Q1 et Q2, on les intrique. Ensuite, une fois qu'ils sont intriqués, on les distribue au point source et au point destinataire. Bon, une façon de les garder temporairement pas suffisamment longtemps pour qu'ils soient ensuite applicatifs, qu'ils puissent être utilisés. Et sur cette paire intriquée, de mixer l'état, donc au niveau de la source, de faire des opérations entre le qubit que l'on veut transmettre et le photon qui vient d'arriver. Donc de faire une opération qui sont des opérations d'intrication ou donc une opération d'Adamar. Donc par exemple à la source, ou Alice, si c'est Alice qui est à la source, elle fait faire une opération Adamar sur le point de gauche. Et grâce à ça, à la fois la paire intriquée et le qubit que l'on veut transmettre vont être totalement intriqués. C'est-à-dire que la paire au départ intriquée qui est d'un système de deux photons va être aussi intriquée avec la première, avec le qubit applicatif. Donc à partir de là, Alice peut faire une mesure de ce qu'elle a localement sur place et d'envoyer les résultats de la mesure pour que Bob sache, grâce aux résultats de la mesure, que lui, ce qu'il a à sa disposition, et il n'est pas forcément obligé de mesurer, il a plutôt tel bit quantique applicatif Q à sa disposition sur lequel il pourra travailler. Donc c'est ça qu'on appelle la téléportation, c'est-à-dire que par une opération à la source, donc une opération Adama, et le transfert et une mesure, le simple transfert du résultat de la mesure permet au destinataire, donc à Bob, de savoir ce qu'il a à sa disposition. Donc deuxième façon de faire pour transporter le bit, le qubit applicatif, résultat d'un calcul, résultat d'un capteur télescopique ou ce genre de choses-là, ou élément d'une clé, quoi. Donc ainsi, ça permet au réseau Internet d'être multi-application, donc d'être capable de supporter, d'être support des trois cas d'usage que j'ai cités, basé sur l'intrication et avec un protocole qui permet en gros, dans un premier temps, de distribuer des paires tout le long du chemin. Donc imaginons effectivement qu'on veuille qubit par qubit ici, on va commencer par vouloir téléporter le qubit Q indice I, qui est le IM d'une longue série.
Donc on va se focaliser sur celui-ci, le Q indice I. Et bien, pour ce faire, uniquement pour lui, on distribue des paires sur chacun des nœuds, sur chacun des liens, pardon. Une première paire entre la source et le premier nœud, une deuxième paire entre le premier répéteur et le deuxième répéteur, etc. Donc au total, 5 paires, 1, 2, 3, 4, 5, donc en orange, de faire en sorte que on applique une opération au niveau des routeurs pour faire en sorte que les 5 paires en deviennent qu'une seule, une paire intriquée entre la source et la destination. Et grâce à la paire intriquée entre la source et la destination, on peut faire les opérations de téléportation de ce qubit Q indice qui, grâce à ça, arrive à destination chez Bob, sans qu'il ait besoin de le mesurer. Quelle serait une comparaison rapide pour résumer avant de dire comment on va construire ça entre l'Internet classique et l'Internet quantique? Grosso modo, enfin, très clairement, l'Internet classique la communication s'est faite à base de bits simples, de bits classiques, donc 0 et des 1, alors que l'Internet quantique, c'est une communication à base de qubits, donc à base d'éléments qui sont des superpositions de quête 0 et de quête 1. Le médium physique, c'est une impulsion lumineuse dans un cas, c'est-à-dire que vous prenez des millijoules d'une impulsion lumineuse, un laser par exemple, quelques picosecondes et des millijoules, et ça fait une impulsion lumineuse que vous pouvez décider avec leur amplitude, de dire, eh ben, telle amplitude de cette impulsion va correspondre à un zéro que je veux transmettre, ou telle amplitude de cette impulsion va correspondre à un 1. Donc, physiquement, de faire représenter le 0 ou le 1 par une amplitude d'une impulsion lumineuse. Ceci dit, l'impulsion lumineuse, elle correspond. Alors, il y a eu des discussions récemment sur le nombre de photons que ça peut. Une impulsion lumineuse, c'est fait de photons, hein. Donc, c'est quelque chose comme probablement 10 puissance 15, voire peut-être plus en termes de photons. Alors que si on y réussit de façon très industrielle, le médium physique pour l'Internet quantique, c'est, alors en l'occurrence, que ça soit pour une transmission directe, c'est un seul photon. Et puis si c'est par une paire de photons par téléportation, il en faut deux, mais en tout cas, on est loin des 10 puissance 15 ou 10 puissance 18. Un seul photon, même si la technologie est bien plus compliquée. Et puis en termes de répéteurs, de nœuds répéteurs, dans un cas, c'est plutôt de l'amplification, c'est-à-dire que le nœud répéteur dans l'Internet actuel récupère un signal qui est plus ou moins faible vu la distance et il l'amplifie pour pouvoir le porter ensuite. Alors qu'ici, on ne peut pas faire de l'amplification ni de clonage. Donc, du coup, les nœuds répéteurs sont surtout des nœuds qui stockent des éléments d'information, qui font quelques opérations qu'on appelle de routage, mais et qui sont aussi capables quand même de décoder, donc d'appliquer suivant la sophistication des nœuds répéteurs, qui sont capables de décoder un message quantique qui avait utilisé un code correcteur d'erreur, à pallier le manque de duplication possible. Voilà à peu près pour les deux comparaisons, en tout cas, idéalement. Comment on y va? Quelle est la feuille de route, hein, puisque cette mise en place d'un Internet quantique, ça reste encore une cible, une trajectoire, la vision de ce qu'il faudrait faire pour lancer et avoir plusieurs applications quantiques dessus. Donc dans un ouvrage Internet quantique là, récent, j'ai mis à peu près tous les éléments du réseau qui sera développé pour rendre possible ces communications. Donc des générateurs de paires intriqués, des horloges synchronisées, des répéteurs mémoire quantique, les éléments appelés routeurs. Euh, mais ici, pour faire un peu plus bref, je partageais juste la feuille de route, c'est-à-dire à partir des différents éléments du réseau qu'il faudra mettre en place, comment on peut procéder pour essayer d'obtenir demain, 2030, 2035, un Internet quantique. Cette feuille de route, la première étape, qui est celle que l'on commence à distribuer, que l'on commence à mettre en place, c'est la première étape consistant à transmettre, à avoir une transmission directe des bits de la clé de point en point.
Donc en fait, on fait surtout un seul type d'application, c'est de la cryptographie quantique. On distribue des clés d'un point A à un point B, donc de Alice, du nœud A à Alice au nœud B, Bob. Donc ça consiste à installer tout le long de la route entre Alice et Bob des nœuds classiques cette fois, donc ils sont pas quantiques, et des répéteurs de confiance. Les répéteurs de confiance, ils sont configurés pour en fait récupérer la clé et la déchiffrer, la réencoder, la passer ensuite au nœud suivant. Donc cette configuration est nécessaire car en fait le signal photonique va se perdre, donc il faudrait bien effectivement des répéteurs de confiance. Euh, et puis ces nœuds qui vont permettre effectivement eux de rafraîchir le signal. On peut à peu près les mettre tous les un peu moins des 100 km, mais on n'aura pas on a encore des distances acceptables par rapport à ce qu'il y aura à faire dans le réseau suivant, quoi. On appelle donc le réseau dans le réseau pré-quantique et chacune des liaisons QKD, hein, des liaisons qui permettent le cryptage, la transmission de la clé. Euh, va exécuter un protocole QKD complet. Donc il y a une énorme charge de travail, une charge de travail importante au niveau de chacun des nœuds en termes de puissance de calcul de bande passante. Et ça nécessite des répéteurs de confiance, c'est-à-dire que le répéteur central ici détient la clé qu'il partage avec Alice et l'autre clé qu'il partage avec Bob. Donc il faut que ce soit des répéteurs de confiance. C'est moins en réseau pour l'instant, c'est par ça qu'on va probablement commencer et pour surtout donc du coup crypter les clés secrètes. La deuxième étape, ça va être la première qui va offrir vraiment des fonctionnalités quantiques de bout en bout. Ça va permettre cette fois de mettre en œuvre des protocoles, probablement aussi par exemple de QKD, donc de transfert de clés, mais sans avoir de répéteur intermédiaire de confiance. C'est-à-dire qu'ici, pour n'importe quel nœud A et le nœud B du réseau, lui on va l'appeler le proto-quantique, euh, et on va être capable finalement de faire de préparer au nœud source et de mesurer au nœud arrivé, de préparer au nœud source et de mesurer au nœud arrivé, ce qui fait que comme ça, bon par bon, et de façon quantique, hein, on prépare l'élément quantique à transmettre et on le mesure à l'arrivée, de façon comment dire, assez proche de façon assez neutre et opaque, de façon à ce que les répéteurs ne soient pas forcément des répéteurs de confiance. Ils doivent effectivement appliquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément dans le protocole à utiliser, quoi. Ainsi, les protocoles de distribution quantique va permettre cette communication un peu plus sécurisée sur des nœuds intermédiaires qui ne sont pas des nœuds classiques, qui commencent à être des nœuds quantiques dans le sens où ils traitent une information quantique, mais il y a encore quelques aléas dans cette deuxième étape. La troisième étape, celle qui permet effectivement la génération et la distribution d'intrications quantiques, c'est celle que l'on souhaite. Un des nœuds entre Alice et Bob, on va mettre en place, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des intrications bon par bon. Ça va permettre ensuite d'envoyer des informations de routage sur quels sont les liens bout en bout à établir entre Alice et Bob pour pouvoir faire la transmission. Et puis ensuite, par exemple, de faire la téléportation des applicatifs qu'il faut envoyer de l'un à l'autre une fois que l'intrication a été établie de bout en bout. Ça a le bénéfice d'être universel, indépendant du protocole applicatif que ça peut supporter. C'est l'inconvénient par contre de devoir mettre en place des nœuds, des répéteurs à des distances peut-être un peu plus courtes que pour faire dans les premières ou deuxième étapes. Ainsi, en guise de conclusion, et pour ce faire, puisqu'il fallait me faire une synthèse, je regardais s'il y a une IA qui pouvait m'assister, donc je trouvais elle a bien fait son travail. En termes donc d'étapes actuelles, on reste sur des réseaux
l'étape actuelle de développement de ce futur Internet quantique, hein. On reste pour l'instant sur des réseaux locaux d'entreprise, des réseaux locaux, pardon, quantiques. C'est des exemples de réseaux locaux que j'ai mis dans l'ouvrage, dans l'Internet quantique, hein. Les expérimentations locales qui sont connues et documentées actuellement tant aux États-Unis qu'en Chine. Ce sont des réseaux qui sont opérationnels, mais à petite échelle, hein. Donc, l'expérience de Chine, par exemple, avec le satellite Missus, mais bien d'autres, hein. Euh, Ça utilise, comme je viens de le dire, donc du coup aussi dans certains cas des satellites quantiques. Et les nœuds quantiques, donc les routeurs, c'est encore beaucoup de choses à faire pour créer des répéteurs quantiques vraiment capables d'étendre la portée des réseaux et mémoriser un certain nombre d'informations par rapport à la latence des qubits. Donc on a encore un certain nombre de choses à développer pour surmonter en fait la perte du signal et la faiblesse de fragilité des qubits même basés sur des photons sur de longues distances. Donc en termes d'horizon temporel, d'ici 2030, on pourrait commencer à voir effectivement des réseaux quantiques hybrides, combinant un peu l'Internet classique et la communication quantique. Donc, je l'ai dit principalement pour la sécurisation des données, hein, donc pour le transport des clés, et grâce à ces clés secrètes de chiffrer des messages Internet, vidéo, tout ce que vous voulez, mais qui ne soient pas quantiques, hein, c'est juste la distribution quantique qui est utilisée ici. Après 2030, on peut commencer à envisager effectivement des constructions de réseaux un peu plus larges et entièrement quantiques avec des applications pour la science, la finance, peut-être pour la défense. C'est une des killer applications qui va arriver, la crypto et la défense. Et d'ici 2050, tel que certains articles prédisent et tel que l'IA ici le suggère aussi, c'est un véritable Internet quantique mondial qui pourrait être en place, en sachant que l'Internet quantique mondial en place ne serait que un sous-ensemble de l'Internet actuel, hein, c'est pas un autre réseau à part. Et ça permettrait effectivement de faire un certain nombre de choses en termes d'opérations, d'applications quantiques, comme celles que je viens de vous les lister. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous ai aussi laissé mon adresse mail et par ailleurs, j'ai dû le dire ou je le redis, vous trouvez aussi plus de détails dans un ouvrage paru chez Duno et qui est intitulé L'Internet quantique. Merci à vous.